Pour moi, aujourd'hui, être un bon entrepreneur et surtout un bon jeune entrepreneur, il faut savoir bien s'entourer, prendre les bons conseils au départ et ne pas se brûler les ailes. Bonjour à tous et bienvenue sur cette interview d'entrepreneur. Aujourd'hui, on va voir l'histoire de Louis-Marie Labanne, donc un avocat qui a créé en fait en associé avec son père. Alors, le cabinet existe depuis plus de 30 ans. C'est mon père qui l'a créé au départ et moi je suis associé depuis 4 ans. Enfin, depuis un an, je suis avocat depuis 4 ans. D'accord. Pour être précis. Ok. Donc voilà, c'est parti. On va commencer comme d'habitude par la première partie avec ces 10 premières questions. Donc, où sommes-nous? Et voilà. Où sommes-nous? Donc, nous sommes dans mon cabinet, dans mon bureau, assis pour les plages. Okay. Alors, déjà, une question qu'on peut se poser, on est avocat au barreau de Toulon. Nous sommes 4. Il y a donc mon père qui a créé le cabinet, qui est avocat depuis donc 30 ans. Ensuite, moi, qui suis avocat depuis 4 ans et associé depuis 1 an. Il y a aussi une avocate salariée qui, elle, a 15 ans d'expérience, qui travaille dans le cabinet, et un avocat collaborateur qui, lui, a 1 an et demi d'expérience et qui est donc chez nous depuis 1 an et demi. Okay. Et nous avons également 3 secrétaires qui tournent sur 2 postes. Et nous sommes localisés à Sifour, en plein centre-ville de Sifour-les-Plages. On va revenir justement sur ces employés. Du coup, prochaine question, est-ce que tu penses que tu es né entrepreneur ou est-ce que tu l'es devenu ou est-ce que tu te considères même pas comme entrepreneur actuellement? Alors si, avocat, on est chef d'entreprise. Okay. Surtout dans mon cas. Dans associé, avec mon père, on est tous les deux à la tête du cabinet. Aujourd'hui, ça représente une charge de travail par notre travail bien défini, oui, mais également par le côté chef d'entreprise. On est chef d'entreprise à partir du moment où on veut faire ce métier. Dès qu'on fait une profession libérale, on est également chef d'entreprise et on veut être entrepreneur. En fait. Pourquoi? Parce que les questions se posent de le chiffre d'affaires, les charges. Rien que ces 2 premières questions, en fait, chiffre d'affaires, charges, qu'on soit avocat tout seul dans un cabinet et je travaille tout seul, je suis également chef d'entreprise. J'ai un chiffre d'affaires, j'ai des charges, et derrière je dois me retirer un salaire. Donc on a déjà ces questions-là. Donc en fait, quand on pose la question est-ce qu'on est entrepreneur lorsqu'on est avocat, en fait déjà est-ce qu'on est avocat? Souvent oui. Donc on est également entrepreneur parce qu'on a besoin d'avoir ces notions-là pour exercer notre métier d'une bonne manière. On doit savoir combien de chiffres on doit faire pour combler toutes nos charges, pour pouvoir payer nos salariés, pour pouvoir payer nos frais et pour pouvoir bien évidemment nous payer nous. Donc oui, chef d'entreprise, entrepreneur lorsqu'on est avocat, c'est automatiquement lié et il y a souvent les mêmes qualités qu'on doit avoir en tant qu'avocat et chef d'entreprise, c'est souvent aussi lié. Ok. On va revenir sur les qualités. Est-ce que tu as un mentor? C'est un peu plus simple pour moi, ayant mon père dans le cabinet, bien évidemment que c'est mon mentor. Je dis souvent que j'ai choisi ce métier. Beaucoup de gens me posent la question est-ce que vous avez choisi ce métier par rapport à votre papa? Ma réponse est non. J'ai choisi ce métier par passion en ayant vu un film qui s'appelle L'Abolition de la peine de mort sur l'histoire de Robert Badinter. Et c'est en voyant ce film que j'ai voulu faire ce métier. Donc c'était pas exactement la même voie que mon père qui lui fait plutôt du divorce. Donc c'était déjà du pénal à l'époque. Donc bien évidemment mon père est un mentor et un exemple. Mais mon mentor en pénal à Toulon, c'est un très bon ami de mon père qui s'appelle Bertrand Pin, qui fait du pénal et qui m'a mis un peu le pied aussi à l'étrier sur le pénal. Et ensuite, par une première grosse affaire que j'ai eu au pénal, j'ai plaidé avec un très grand avocat pénaliste de France qui s'appelle Maître Monneret. Et lui, c'est aussi un mentor et un exemple dans ce qu'il est et ce qu'il fait en audience. Donc on s'inspire toujours des meilleurs, donc on essaye bien évidemment de s'en inspirer, jamais les copier, mais en termes de mentor, mon père à la base, le film avec l'histoire de Robert Badinter, oui, et ces 2 avocats qui, dans l'exercice, et le début de mon exercice, je suis qu'au début, sont des exemples. Et comment vous vous êtes rencontrés par exemple sur la grosse affaire? Comment vous avez Sur la grosse affaire, je défendais un des accusés et lui le second. On était à la cour d'assises ensemble pour un dossier de meurtre, d'assassinat, et on défendait 2 personnes, moi, les 2 qui étaient accusés des mêmes chefs d'accusation, du meurtre de quelqu'un. C'était sur une fusillade, sur le règlement de trafic de stupéfiants.
Et moi, j'ai été condamné, lui a été relaxé parce qu'il n'était pas là dans le dossier, on a réussi à démontrer qu'il n'était pas présent. Et moi, j'ai été bien présent, on demandait 30 ans contre mon client, il a été condamné à 20 ans. Et l'autre, on demandait 15 ans ou 20 ans, mais il a été acquitté, donc rien. Mais là, il est en appel, ce monsieur, et donc on verra ses sanctions plus tard. Ok. Est-ce que des gens ne croyaient pas, du coup, là, dans ton cas à toi, que tu ne deviennes pas avocat, ou du coup, à ton projet d'entreprise avec ton père Alors oui, alors c'est plus compliqué que ça. On ne peut pas dire que j'ai été un très très bon étudiant, c'est-à-dire surtout collégien. Lycéen, je n'étais pas très très bon à l'école. J'ai choisi un bac S à l'époque, donc c'était plus scientifique par rapport à des profs et pour rester avec mes collègues. Et en fait, ça m'a énormément servi avec le recul, parce que le bac scientifique et mathématique amène une certaine rigueur et une logique de raisonnement. On a un travail, on a souvent des dossiers assez volumineux, on doit traiter, on doit réfléchir, et on doit être synthétique et rigoureux. Donc en fait, ça m'a amené ça, avec le recul, je le comprends, mais à l'époque, j'étais pas très bon en maths, j'étais très très mauvais en physique-chimie, et j'étais carrément nul en SVT, donc c'était pas génial pour avoir le bac. Donc mes parents pensaient que je n'allais même pas avoir le bac. Donc finalement, j'ai eu mon bac. Après, je me suis dirigé directement en droit. Donc licence en droit, tout s'est déroulé normalement, et après passer le concours. Mais passer le concours, c'est bien à dire, mais il faut l'avoir. Donc là, c'est vrai qu'il y avait quelques doutes, parce que j'ai voulu le passer tout de suite, sans faire un Master 2. Il a passé avec juste un Master 1, c'est 4 années après le bac. Je l'ai eu, et après il y a 2 ans d'école. Donc après, le fait que j'aille dans la profession, c'était sûr. Aujourd'hui, il y a plus de... Il y a d'un côté de la jalousie en disant c'est le fils de son père, il a plus de facilité, et de l'autre, la pression énorme qui représente d'être le fils dans une profession avocat, donc ça représente souvent une pression, et il va pas y arriver, ou alors il est nul, ou alors il y est parce que son père y est. Donc on a surtout cette pression-là. Donc en fait, c'était plus ça, réussir, m'émanciper aussi, en faisant cette profession-là, en travaillant avec son père, c'est parfois pas facile, c'est pas tous les jours simple, mais on a une complicité, et surtout on ne fait pas les mêmes domaines d'activité. Moi, dès le début de mon exercice, j'ai commencé à faire du pénal. J'en ai fait un peu, et puis de plus en plus, et puis maintenant j'en fais régulièrement. Je fais aussi d'autres choses, comme le cabinet en faisait, mais le cabinet ne faisait pas de pénal, ou très très peu. Donc lui, j'essaye un peu de développer ça, d'apporter ma corde à l'arc, et mon édifice aussi au cabinet. Donc c'est ça aussi, on est dans une perpétuelle évolution. Et donc c'est plus une pression en fait de tous les jours, que le sentiment de ne pas y arriver. Un avocat, tous les jours, il se dit « est-ce que je vais y arriver demain ?» On a une pression aujourd'hui qui est représentée par le fait qu'on est beaucoup d'avocats. On est dans quand même un contexte concurrentiel, qu'aujourd'hui, la vie active, on est toujours... Le droit est collé à l'actualité. Donc l'actualité, on le voit. Les gens ont de plus en plus de mal à avoir un pouvoir d'achat, à finir les fins de mois. Donc pour payer un avocat, ils ont également des difficultés. Est apparu au fil du temps de plus en plus l'aide juridictionnelle. Et l'aide juridictionnelle pour un avocat, c'est difficile d'en vivre. Donc il faut tout le temps s'adapter et trouver une clientèle et être de plus en plus reconnu et travailler. Donc c'est une perpétuelle remise en question. Ok. C'est justement la question d'après. Comment tu as réussi à te diversifier dans ton activité? Alors, me diversifier, on avait une activité qui est dominante civile, donc on parle vraiment de droit pur. Le civil, qu'est-ce que c'est? C'est tout ce qui peut arriver dans la vie de tous les jours à quelqu'un, et particulièrement le droit de la famille. Le droit de la famille, on était sur des dossiers de succession, de divorce, de garde d'enfants, également le droit des enfants, le droit des contrats, également quand on signe un contrat avec quelqu'un, lorsqu'on emploie quelqu'un. Donc ça, c'est aussi le domaine social. Donc on en fait également. Donc on faisait un peu de tout, et un peu de pénal aussi, et pas une grande dominante. Et quand j'ai commencé la profession, dans les premières années, on est inscrit sur ce qu'on appelle des listes de permanence. Donc les avocats du barreau de Toulon peuvent s'inscrire sur cette liste de permanence, et lorsqu'on est jeune, on en a besoin pour avoir des dossiers, en gros, pour pouvoir manger, pour avoir des dossiers, et pour pouvoir avoir
un salaire à la fin du mois. C'est quoi, c'est devenir commis d'office du coup? C'est ce qu'on appelle vulgairement le commis d'office, l'avocat commis d'office ou l'avocat gratuit, qu'on entend parfois. Ouais. Donc en fait, c'est des permanences, on est sur une liste de permanenciers, et il y a plusieurs permanences possibles. Il y a une permanence garde à vue, donc lorsqu'une personne est en garde à vue, il a le droit à un avocat. Cette personne, soit il désigne un avocat qu'il choisit, soit il dit « je veux l'avocat du commis d'office ». Et si je suis par exemple de permanence ce jour-là, on m'appelle et je vais assister cette personne-là, pas gratuitement, cette personne ne me paye pas, mais moi à la fin, je fais un dossier que je donne à mon ordre et qui me règle, parce que c'est l'État qui me règle mon assistance. Et en faisant des dossiers comme ça, j'ai rencontré une clientèle qui m'a amené d'autres clients, le bouche à oreille, j'ai commencé à faire des dossiers. Après, je vous ai raconté l'histoire d'un avocat de Toulon, Maître Pin, qui m'a donc donné un dossier, qui m'a dit « est-ce que ça t'intéresserait de faire un dossier d'assises ?» J'ai dit oui, et je lui ai fait donc l'aide juridictionnelle, ce dossier-là, et c'est le dossier dont je vous parlais, où j'ai rencontré Maître Bonneret dans un gros dossier d'assises. Bon, avec un dossier comme ça va donner une expérience, une certaine légitimité, ensuite à faire un peu plus de pénal qu'autre chose. Donc on a réussi à se diversifier en termes du cabinet. On s'est aussi diversifié comment? On s'est diversifié parce qu'on peut avoir de nouveaux domaines d'activité, donc là avec le domaine pénal, mais on s'est aussi diversifié en changeant de locaux. Au début, là vous voyez où nous sommes à l'étage de notre cabinet. Nous avons aussi un rez-de-chaussée qui est configuré de la même manière. On a un poste d'accueil, le cabinet de mon père, le bureau de mon père, le bureau de la secrétaire salariée dont je vous ai parlé, que nous avons recruté depuis janvier, donc qui est là depuis janvier 2024, donc c'est très récent. Et ici, à l'étage, il y a le bureau de notre collaborateur, Maître Morvan, qui lui a 1 an et demi d'expérience, et qui est là au cabinet depuis plus de 2 ans. Parce qu'au début, il était là en tant qu'élève avocat pendant 6 mois, donc il a appris le métier, il a commencé à rédiger des actes pour nous, mais il ne pouvait pas encore mettre la robe et plaider. Et depuis 1 an et demi, il est avocat collaborateur. C'est-à-dire qu'il a sa clientèle à lui, il est aussi de permanence, donc il fait ses dossiers à lui, mais c'est aussi notre collaborateur, donc il fait des dossiers pour nous, il travaille pour nous, il va à l'audience pour nous, pour le cabinet, etc. Il fait partie du cabinet. Donc on s'est diversifié en augmentant notre équipe, en rachetant aussi une clientèle d'avocats, donc on a augmenté nos dossiers, et on a aussi augmenté notre équipe pour pouvoir traiter tous ces dossiers-là. Donc voilà comment on s'est diversifié dernièrement et comment on essaye de continuer à faire marcher le cabinet. Il n'y a pas forcément de prospection du coup. Alors la prospection sur des clients, prospection clientèle, oui. Alors la prospection clientèle en termes d'avocat est de plus en plus difficile parce que la clientèle est de plus en plus prolétaire et volatile. C'est-à-dire on peut changer d'avocat comme de chemise, je dis vraiment. Aujourd'hui, quelqu'un qui n'est pas content de son avocat, il va sur Internet, mais avocat, il peut en trouver. Nous sommes aujourd'hui 500 sur le ressort de Toulon, au barreau de Toulon. Donc nous, c'est aussi un choix qu'on a fait de ne pas avoir notre cabinet à Toulon, à côté du palais de justice, comme les 3/4 des avocats du barreau de Toulon. Ouais. On s'est localisé sur Sifour. Donc on a déjà une prospection de clientèle qui est différente. On cherche une clientèle qui est plus la clientèle un peu à l'ancienne de l'avocat de famille, le médecin de famille, voilà. On dit qu'on aime s'occuper des gens de la naissance à la mort et de tous les problèmes qu'ils peuvent rencontrer. En fait, c'est ça notre travail, c'est qu'on est capable de régler les problèmes que peuvent rencontrer les gens, et dès qu'ils ont besoin d'un avocat, de les suivre, et d'être là pour eux. Donc une prospection, aujourd'hui, c'est très délicat. Il y a des politiques agressives d'avocats qui disent avocats avec rendez-vous gratuits, ensuite l'aide juridictionnelle, qui font des prospections sur Internet. Oui. Il y a Internet aujourd'hui qui est une source de clientèle importante, mais la plus importante aujourd'hui c'est le bouche à oreille. En termes d'avocat, il n'y a rien d'autre que de mieux faire de la publicité, on peut. Je pense qu'on en parlera ensuite après de la publicité, de ce qu'on peut faire. On a innové nous par quelque chose qu'on a mis en place depuis 2 ans, qu'on va arrêter. On a essayé d'innover par un système de publicité en mettant notre nom sur nos véhicules. On a travaillé aussi là-dessus. Le site internet est un atout de prospection importante. Les réseaux sociaux, ça ne marche pas tellement que ça en termes d'avocats, même si je pense que ça pourrait se développer, mais clairement, on n'a pas le temps. Donc ça, j'y réfléchis peut-être. Mais voilà, on est tout le temps toujours dans la réflexion de comment avoir plus, mais aujourd'hui, c'est plus le bouche à oreille et de la clientèle qui cherche par internet un avocat. C'est plus ça. Ouais.
Oui, c'est sûr que si on a une affaire comme ça qui nous tombe dessus, on va pas forcément aller sur TikTok. Voilà, c'est ce que je me dis. TikTok, Instagram, on y est sur Instagram et Facebook, mais c'est pas ça qui nous rapporte peut-être pas des clients, mais une autre source de revenus. Une autre source de revenus, non, parce que c'est tellement difficile de faire tourner un réseau social. Il faudra un travail de tous les jours, il faudrait quelqu'un qui soit dédié à ça. Moi, clairement, j'ai pas le temps. Et puis prendre des stories, c'est un métier qui est quand même soumis au secret. Qui est quand même, on a une déontologie à respecter. On a un serment à respecter. Et pour moi, les principes du serment font que mettre à l'excès ce qu'on fait, non. Dernièrement, j'ai mis une vidéo parce que c'était un procès un peu extraordinaire qu'on a fait avec une intervention télévisée, et c'est tout. Pour moi, ça doit se résumer à ça, mais pas plus. Voilà. Il y a des avocats qui sont tous les jours sur les réseaux, qui prennent des positions, qui sont très bons d'ailleurs, mais pour nous, en tout cas, à notre échelle, c'est pas ce qu'on recherche, en tout cas, comme visuel, comme image. C'est aussi une image qu'on doit rendre, donc c'est un métier de représentation. Je ne sais pas si nos clients seraient contents de voir leur avocat sur Instagram tous les jours en train de faire mais peut-être, je sais pas, des conseils. Mais il y en a qui font de plus en plus de petites vidéos courtes avec des conseils juridiques. Ça, pourquoi pas, mais il faut également avoir le temps de le faire. Ça, c'est sûr. Ok, super cool. Quelle est la décision la plus difficile, peut-être côté pro ou perso? Alors, je vais te répondre sur les deux. Le côté perso, c'est un métier, comme beaucoup d'entrepreneurs et chefs d'entreprise, et surtout dans la société actuelle dans laquelle on vit, où la vie perso et le travail et la liaison entre les deux est de plus en plus difficile. On l'a vu avec le Covid, ça a changé beaucoup de mentalité, mais aujourd'hui, encore plus en 2024, s'écouter, prendre le temps pour soi, avoir du temps perso, et de plus en plus, c'est de plus en plus dans l'air du temps. Les gens veulent prendre du temps pour eux, veulent avoir du temps, libre, etc. Et moi, je dirais que j'ai ce parallèle qui est facile. J'ai la vie de mon père il y a 30 ans et la mienne aujourd'hui. Mon père, comment il exerçait il y a 30 ans, c'est complètement différent de comment j'exerce aujourd'hui. Mon père, il y a 30 ans, il était déjà en couple pratiquement, il était marié, il avait déjà un enfant, il est devenu avocat. Donc en fait, il est déjà dans une vie. Aujourd'hui, je suis célibataire, j'ai pas d'enfant et je suis avocat. Il y a aussi déjà ce changement-là. On n'est plus dans les mêmes époques, on n'est plus dans les mêmes systèmes. Aujourd'hui, il faut du temps pour avoir de l'argent, avoir sa vie, construire sa vie. Alors qu'avant, elle était déjà construite, on avait notre métier. On avait son métier. Aujourd'hui, on a notre métier, ensuite on construit sa vie. Donc il faut aussi du temps. Donc il faut toujours partager ce temps entre vie professionnelle et vie privée. Et l'équilibre est très difficile à trouver, encore plus dans notre métier, où souvent on dit qu'on est avocat 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et en plus, dans le domaine que je fais moi, je peux être appelé le week-end, je peux être appelé les jours fériés, je peux être appelé pendant que je suis en vacances, ça j'en prends extrêmement peu. Donc c'est un métier qui est difficile à lier avec une vie privée. Mais il faut aussi s'écouter aussi physiquement, parce que c'est un métier qui est très prenant au niveau du stress, qui est passionnant, mais qui est aussi stressant. Il y a toujours l'ambivalence et la balance de points positifs, points négatifs du métier. Et donc c'est vrai que ce qui est le plus difficile à prendre comme décision, c'est ça. C'est l'équilibre professionnel. De se dire, ce soir, je vais finir à 19h, mais je sais que je n'aurai pas fini tout ce que j'avais à faire. Et une fois qu'on a accepté ça, on peut exercer ce métier. Parce que sinon, je reste là toute la nuit. Je peux travailler sans arrêt, j'aurai toujours quelque chose à faire. Toujours un dossier à finir, toujours un truc à renvoyer, je peux avoir constamment quelque chose à faire dans un dossier. Il faut accepter de se dire, je rentre, je ne peux pas finir, je finirai demain. Donc c'est parfois compliqué parce qu'on traite à l'urgence, mais là c'est ce problème de décision à prendre de qu'est-ce qui est urgent, qu'est-ce qui n'est pas urgent, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je ne peux pas faire, et d'avancer. Et d'être également aussi productif en tant que chef d'entreprise, c'est-à-dire il faut que je sois productif, il faut que je sois pragmatique, c'est-à-dire qu'est-ce qui peut m'apporter de l'argent ou pas, qu'est-ce que je dois faire en priorité. Prioriser les choses, c'est la base du métier. Mais c'est compliqué. C'est très très compliqué. C'est un peu le même problème pour tous les entrepreneurs, j'ai envie de dire. Pour tous les entrepreneurs, qu'ils soient libéraux, individuels en société, la balance entre vie privée et le travail est très difficile à trouver. Encore plus aujourd'hui, je trouve.
encore plus aujourd'hui où le temps, on court après le temps. On est dans une société où tout va de plus en plus vite et donc c'est de plus en plus compliqué. Et les gens veulent de plus en plus de temps personnel. Le temps pour soi, même quand ils ont des familles, de profiter. Ce mot est plus que galvaudé à la mode, mais profiter. Profiter de quoi, quand, où, comment, avec qui. Ils veulent profiter seuls, ils veulent profiter en famille, ils veulent profiter avec leurs amis, ils veulent profiter tout le temps. Mais comme c'est à un moment donné, tout le temps. Mais on est clairement dans ces choix-là. Justement, la question d'après est super intéressante dans cette même lignée de discussion. Les 3 mots qui drivent un peu ta vie, qui puissent, voilà, qui tous les jours, limite, tu les répètes avant d'aller au travail ou en rentrant. Alors, le premier, c'est parce que je fais ce métier pour ça, c'est la passion. Ouais. C'est un métier passion, c'est-à-dire je me lève le matin, bon, c'est souvent dit, mais c'est un métier que j'ai choisi. C'est important, et c'est une force et c'est un privilège. J'ai choisi mon métier et je sais pourquoi je l'ai choisi, parce que je suis passionné par ça. Quand je reçois un appel d'un commissariat ou quand je suis de permanence, je souffle pas. Ouais. Voilà, dire, je suis perdu. Alors que parfois je suis en repas de famille, je dois aller au commissariat pour assister quelqu'un, et j'y vais parce que j'ai qu'une envie, c'est rencontrer cette personne que je connais ni d'Adam ni d'Ève, je ne connais rien à sa vie, et je vais entrer dans sa vie pour le défendre. Voilà, ça c'est extraordinaire pour moi. Donc ça, le premier mot pour moi c'est passion. Le deuxième c'est rigueur. C'est la rigueur que mon père m'a apprise dès le départ quand je suis rentré dans ce métier. Et il m'a dit, si tu veux y arriver, il faut être rigoureux. Mais rigoureux dans tout. Dans la façon de traiter les dossiers, dans la façon d'être avec les clients, d'être avec la juridiction, d'être avec les juges, d'être avec tout. En fait, dans tous les moments où je travaille, je sais qu'il faut faire preuve de rigueur parce que chaque acte, chaque courrier, chaque mot que je peux employer envers un client ou n'importe qui peut avoir des conséquences. Donc je ne peux rien faire au hasard ou c'est pas grave. Le c'est pas grave n'existe pas. Donc la passion, la rigueur, c'est la base de tout. Et le troisième mot, si je vais donner un troisième mot par rapport à ce travail, pas forcément par rapport au travail, peut-être plus personnel, qui du coup... qui pourrait être lié en liant les deux. La passion, c'est excitation. C'est un métier qui est excitant. Ouais. C'est un métier qui ne peut pas laisser indifférent, même dans sa vie de tous les jours, ou même personnelle. C'est un métier qui a une conséquence dans sa vie personnelle. Un gros dossier, quand j'ai un dossier où je dois aller aux assises, où je suis pendant 7 jours à Draguignan, ou à Aix, ou ailleurs, ben, ça a des conséquences dans la vie perso, ça a des conséquences dans tout. L'excitation fait partie du métier. Et surtout avec le domaine que je fais, le pénal, il y a un côté excitation qui est présente. J'ai une bonne décision, je suis plus que content, j'ai une mauvaise décision, je ne vais pas dormir. On dit qu'un avocat plaide 3 fois. Où il dit qu'on vit 3 fois. On vit avant de plaider, on est excité, l'excitation revient, on est excité avant de plaider. J'ai hâte de plaider, qu'est-ce que je vais plaider, je vais dire ça, on est excité. On est excité en plaidant, parce qu'on vit la chose, mais on est aussi excité après avoir plaidé. Parce que un avocat, en fait, il n'est jamais content. Parce qu'après sa plaidoirie, toujours mieux. J'aurais dû dire ça, j'aurais pu dire ça, j'aurais pu faire ça. Donc on a ce côté d'excitation à ces 3 moments. En fait, ça résume notre vie de tous les jours. Donc après, bien évidemment, on a des moments où on ne peut plus, des moments où on est fatigué, des moments où on est lassé, mais comme partout. Question toujours dans le même sujet, quel est justement, pour évacuer tout ça, l'activité qui permet de décompresser, de tout lâcher Alors il faut, alors le sport bien évidemment, je joue au foot, et je joue au foot, bon, on va dire que, est-ce que vraiment j'espère que je joue au foot avec des avocats? Avec des avocats. Mon père, et c'est comme ça aussi que j'ai mis un pied dans le métier, mon père joue au foot depuis 30 ans le samedi matin avec les avocats. Et il a été président du club de foot des avocats. Et il jouait tous les samedis matins. Et à partir de l'âge de 14 ans,
J'allais voir et j'ai commencé à rentrer un peu sur le terrain. Et à partir de l'âge de 15 ans, un premier tournoi des avocats qui a été fait à Draguignan, j'ai joué avec l'équipe de Draguignan, l'équipe de foot de Toulon, à Draguignan. Et à partir de ce moment-là où j'ai mis le pied dans l'équipe, je ne suis plus jamais sorti jusqu'à ce jour, où je suis moi-même le président, depuis 4 ans. Ça fait 4 ans que je suis le président du club de foot des avocats. Depuis que je suis devenu avocat, je suis devenu le président. J'organise des entraînements, j'organise des tournois. Et donc il y avait un tournoi dimanche. L'équipe est allée jouer à Draguignan, moi j'ai pas pu, parce que je suis actuellement blessé. Donc j'ai pas pu jouer, mais ils sont allés jouer à Draguignan. Donc c'était une rencontre avocat de Draguignan contre avocat toulonnais qui se faisait depuis des années. Et donc on continue à faire. Donc c'est comme ça qu'on extériorise aussi, en faisant du sport, on voit des confrères et parfois aussi des amis, parce qu'on fait venir des amis aussi à ces rencontres-là ou à ces matchs-là du samedi. Donc oui, on extériorise en faisant du sport principalement. Après voilà, le foot et le sport restent les principales moi qui me permettent d'évacuer et de me changer les idées, c'est évident. C'est évident. Donc en plus, bon, on fait ça entre amis par le travail, donc parfois on parle rien, on parle surtout, ça nous permet aussi de nous libérer, de parler de certaines choses et de se libérer un peu du stress de la semaine. Le foot du samedi matin est une institution, en tout cas pour les Labagne, c'est une institution, c'est marqué dans l'agenda, presque un rendez-vous comme on ne peut pas manquer. Le samedi matin, on a foot, et on le sait. Il n'y a même pas besoin de marquer. Voilà, moi, mon week-end commence par samedi matin foot, à part, évidemment, exception, mais samedi matin, le foot est présent. Est-ce qu'entre avocats, vous avez le droit de parler justement d'affaires Oui. Entre avocats, on peut parler de nos dossiers sans les nommer par leur nom. Voilà. Donc ça nous arrive très souvent de parler de dossiers, de demander conseil, de demander avis. Très régulièrement. Quel a été le plus gros contrat, peut-être de vous ou de votre cabinet complet Alors c'est difficile à dire parce que nous on n'est pas en termes de contrat, on est en termes de convention. On appelle ça des conventions d'honoraires, c'est ce qu'on fait signer à nos clients lorsqu'ils nous mandatent en tant qu'avocat. C'est-à-dire un client qui vient en rendez-vous à notre cabinet, qui nous dit maître, j'ai besoin de vous pour tel dossier. On est obligé de lui faire signer ce qu'on appelle une convention d'honoraires par laquelle on lui dit vous signez ceci pour dire que nous, cabinet Labagne, nous sommes votre avocat pour telle procédure, pour tel dossier. Donc dire quel est notre plus gros dossier, c'est très difficile à dire. En termes du cabinet, il y a un dossier, je ne peux bien évidemment pas vous donner de nom, mais un dossier que moi je connais depuis plus de 15 ans, parce que c'est un client qui existe au cabinet depuis 15 ans et qui a des procès de partout. Donc c'est un client qu'on a suivi régulièrement, qu'on a beaucoup eu. Mais moi, aujourd'hui, mon plus gros client, c'est un client que j'ai rencontré lors de ma première année d'exercice dans le cadre d'une permanence, que j'ai cité comme ça, et qui derrière, il m'a désigné dans un gros dossier de stupéfiants, et après il m'a désigné, je l'ai suivi, et je le suis encore aujourd'hui. Et c'est un client qui m'a apporté d'autres clients aussi. Donc c'est ça qu'on peut appeler un plus gros client. Pour moi, ça serait celui-ci, c'est un client que je suis encore, qui va arriver dans un dossier d'assises en octobre. C'était un gros dossier important. C'est là où j'ai eu un premier résultat. Et en fait, on s'en souvient toujours. Souvent du premier dossier, c'est souvent le dossier qui nous suit. Et un client qu'on garde un peu à vie. Et c'est souvent comme ça. Mais de gros clients, aujourd'hui, on ne peut pas dire que nous, on a un gros dossier, un gros client, un prescripteur officiel de dossier. Non. On travaille avec quelques institutionnels, mais on n'est pas un cabinet qui a des institutionnels comme principaux clients. Il y a des cabinets qui ont des sociétés immobilières, des agences immobilières qui leur envoient régulièrement des dossiers parce qu'ils font du droit de la construction principalement. Donc eux, c'est leur gros client. Nous, on n'a pas de prescripteurs ou de gros clients comme ça. Et du coup, par rapport à ce que tu disais avant, le gros bonnet, on l'a appelé, comment ça se fait du coup qu'il a pris il était présenté devant un juge d'instruction pour un débat et il venait de Paris, il n'avait pas envie de payer un avocat juste pour ça, il savait très bien comment ça marchait. Et il a dit je veux l'avocat commis d'office, donc moi je suis arrivé tout petit, tout jeune, j'avais 24 ans, face à en plus l'image, le grand, costaud, donc c'était vraiment intimidant pour moi mais excitant toujours. Et donc après j'ai commencé à m'occuper, je me suis occupé de lui, j'ai plaidé pour lui, il m'a trouvé bon, il m'a gardé, juste après je l'ai fait sortir.
Et ce contrôle judiciaire, il a été content et il m'a gardé dans le dossier et on a gardé un lien. Et on garde un lien. Donc j'ai plaidé pour lui, j'ai plaidé pour des amis à lui, et après on garde un lien comme ça. Et c'est parfois inexplicable. Une rencontre de dossiers de clients en plus au pénal, c'est souvent inexplicable. Il y a des liens qui se font comme ça. Tu vois où ta boîte dans 5 ans? Et pareil, toi, où tu te vois dans 5 ans? Alors, on m'aurait posé la question déjà il y a 1 an, je me voyais où dans 4 ans, je ne me voyais pas associé. Donc ça a évolué dans le sens où c'était le but. J'ai une chance inouïe que je m'entende bien avec mon père et que mon père fasse le même métier que moi, qu'on ait un cabinet qui marche et que j'ai eu la chance de pouvoir être associé tôt. Je commençais à développer donc moi une certaine clientèle et donc j'avais de moins en moins de temps pour travailler. Parce qu'au départ j'étais avocat collaborateur au cabinet, comme notre collaborateur Maître Morvan. J'étais collaborateur, donc je devais, entre guillemets, des heures au cabinet, donc je leur devais du temps pour passer sur les dossiers, aller en audience pour eux et faire des dossiers. Sauf que je développais de plus en plus ma clientèle pénale qui me prenait énormément de temps. Et donc j'avais de moins en moins de temps au cabinet. Donc j'étais dans une situation qui était très délicate. Et donc on a dû prendre une décision. Et alors moi j'ai dit, soit on change mon statut, soit comment on fait? On s'est posé la question, on s'est mis autour d'une table, on a réfléchi à ce qui était le mieux pour tout le monde. Et c'est comme ça que je suis devenu associé au cabinet. C'est-à-dire que tous mes dossiers personnels sont entrés dans le cabinet. Ça a été mon apport. Parce qu'avant, c'était pas le cas. Avant, c'était mes dossiers à moi. J'étais avocat maître Labalme Louis-Marie, avocat, et maître Labalme Louis-Marie, avocat collaborateur du cabinet. C'est-à-dire je faisais des dossiers pour le cabinet et le cabinet me donnait une rétrocession d'honoraires. Mais moi, j'avais mes clients que je facturais moi et qui me payaient moi tout seul. Entre guillemets, tu étais employé et auto-entrepreneur. Exactement. Alors, entre guillemets, c'est exactement ça. C'est pour ça que je dis qu'avocat, on est chef d'entreprise à partir du moment où on est avocat. À part l'avocat salarié. Ce qui existe de plus en plus, il y a une loi qui veut légiférer sur les avocats salariés et les juristes salariés, etc., pour qu'ils deviennent des avocats salariés, qu'on est de plus en plus, en fait. Pour que chaque boîte ait son avocat salarié. C'est que je vous résume et je vous vulgarise vraiment la nouvelle loi, et nous on est en train de se battre contre ça, pour dire que les avocats, l'avocat salarié, il n'est pas comme un avocat normal, parce qu'il n'est pas chef d'entreprise. Il n'a pas toutes ses responsabilités, les charges, etc. Donc ça serait pas honnête. Et entre guillemets, ça ne serait pas du coup bénéfique pour le cabinet? Nous, un avocat, du coup, c'est des avocats salariés dans les entreprises. Nous, c'est pas notre domaine d'activité principal, mais il y a d'autres considérations qu'il faut prendre en compte. J'avais pas compris. Nous, on a, au sein du cabinet, on a 2 avocats associés, mon père et moi. Ensuite, nous avons une avocate salariée. Et notre avocate salariée, en tant que chef d'entreprise, je suis sûr qu'ils ont tout de suite compris, ça nous coûte énormément d'argent. Parce que c'est nous qui payons ces charges à elle, l'avocat salarié. On lui donne un salaire, on paye toutes les charges. Tout ce qu'elle paye en tant qu'avocat, comme l'avocat collaborateur qu'il est, il a des charges, mais il en a des petites de charges. Il profite de tout ce qu'on lui apporte, un bureau, pouvoir travailler, il n'a pas d'autres charges à part les siennes. Ce qu'il doit payer en termes d'ordre et tout ça. Donc lui, il a très peu de charges, on lui donne un salaire et on lui donne un bureau. Donc c'est plutôt un système qui convient à l'avocat collaborateur à tout le monde. Parce que nous, il nous coûte juste une rétrocession d'honoraires et il lui fournit un bureau, et c'est tout. Alors que l'avocat salarié nous coûte énormément, parce qu'on paye toutes ses charges, les charges de salarié. En plus d'un salaire d'avocat. Donc c'est pour ça qu'il y en a très très peu des avocats salariés en cabinet d'avocats. C'est pour ça qu'ils veulent créer l'avocat salarié d'entreprise. Mais directement dans toutes les entreprises. Exactement. Ils veulent créer ça. Ce qui du coup enlèverait tous les clients professionnels. Enlèverait les clients professionnels à beaucoup de confrères. Voilà. Donc ça serait à voir dans le futur. C'est la dernière question, c'est la petite bonus. On entend souvent parler, dire, est-ce que tu aurais un conseil pour les jeunes entrepreneurs? Moi, pareil, avec le projet Entre Club, ça me tient à cœur de faire ces 2 cibles-là. Donc, un conseil pour les jeunes qui voudraient entreprendre et un conseil pour des moins jeunes qui voudraient, je sais pas, voilà, comme ton père, qui voudrait changer. Exactement. Pour les jeunes, le conseil, je vais donner un conseil. Je vais essayer de ne pas donner le conseil qu'on donne à tout le monde. Il faut oser, il faut être rigoureux, il faut machin.
Je pense qu'aujourd'hui, pour être entrepreneur, il faut avoir une idée. La base est importante, mais il faut une idée. Mais l'idée ne suffit pas. Avoir une idée intéressante, intelligente, entre guillemets, tout le monde peut. Ou tout le monde se dit, moi j'ai une idée, un jour je pourrais faire ça. Mais un jour, le mettre en concret, c'est très difficile. Pour moi, aujourd'hui, être un bon entrepreneur et surtout un bon jeune entrepreneur, il faut savoir bien s'entourer, prendre les bons conseils au départ et ne pas se brûler les ailes. Pas vouloir tout commencer tout de suite. Aujourd'hui, dans la société actuelle, monter son entreprise, c'est très compliqué. Il faut être suivi par une banque, il faut avoir de l'argent, il faut avoir l'idée, il faut la mettre en place. C'est très difficile. Aujourd'hui, dire demain je vais prendre un local, je vais monter mon entreprise et je vais faire ma société, elle va rouler. Il faut prospecter, regarder, l'étude de marché, etc. Je ne vais pas tout vous apprendre, vous le savez. Donc, aujourd'hui, le conseil pour un jeune entrepreneur, c'est bien s'entourer, se poser les bonnes questions et le faire au moment où on est prêt. Pour ne pas se brûler les ailes, parce qu'on n'a pas beaucoup de chance. Aujourd'hui, la vie, elle est tellement dure. Et le système économique aujourd'hui actuel, il est fait pour se casser la gueule. Soyons clairs, il y a plus de sociétés qui se cassent la gueule qui réussissent. Donc un jeune entrepreneur qui veut se monter tout seul, il faut qu'il ait les reins solides, les nerfs solides, mais surtout qu'il soit bien entouré et qu'il ait un projet mais tellement béton que lorsque lui va le monter, il y aura tellement d'autres sources de stress qu'il soit sûr de lui et de sa société de base. Donc il ne faut pas se brûler les ailes, peut-être passer par des échelons inférieurs, d'abord être dans une entreprise et après tout comprendre du mécanisme et se lancer à un moment donné où on est sûr de soi. Ça c'est pour les jeunes. Et pour les plus vieux, c'est ce qu'on a mis en réflexion avec mon père en fait. Si je dois le mettre à l'échelle de l'entrepreneuriat pour tous, c'est constamment se remettre en question. Se dire, vivre sur les acquis en tant que chef d'entreprise, c'est ce qu'il y a de pire. Se dire, c'est bon, je suis arrivé dans l'entreprise et le marché roule, c'est bon. Aujourd'hui, tout va tellement vite qu'on ne peut pas se dire, c'est bon, je suis arrivé, c'est fini. Donc se remettre perpétuellement en question, oui, mais comment le faire? C'est facile à dire, il faut se remettre en question. En fait, à un moment donné, il faut prendre une feuille, les plus, les moins de notre société. Quels sont nos atouts, quelles sont nos faiblesses, et travailler bien évidemment sur les faiblesses, mais travailler sur les faiblesses, c'est souvent difficile lorsqu'on est installé depuis longtemps. Qu'est-ce qu'il faut faire lorsqu'on est installé depuis longtemps? Les forces. Travailler sur les forces. Il y a un entraîneur de foot qui disait ça, c'est Arsène Wenger qui disait ça à ses joueurs, et qui disait ça à Robert Pires, il disait, toi, on sait où t'es bon, on sait où t'es pas bon. Je ne vais pas faire de toi un joueur qui est physiquement fort, et je vais faire de toi, par contre, un joueur qui est excellent dans la technique et dans les 20 derniers mètres. Et en fait, il a tellement travaillé ses points forts qu'il est devenu excellent. Mais pour moi, aujourd'hui, un chef d'entreprise qui commence à bien marcher, mais qui veut encore plus bien marcher, alors oui, il faut qu'il regarde ses points faibles. Et s'il est déjà un peu installé, qu'il a déjà un peu de bouteille, mais qu'il travaille ses points forts à fond, et c'est là où il va encore plus exceller. Donc c'est les petits conseils que je donne. C'est vrai, et c'est pas du tout con, si je peux me permettre. Parce que justement, on pourrait se dire, si j'améliore les points forts, les points faibles, je vais remonter un petit peu. Mais c'est vrai que ça peut aller beaucoup plus haut. Si on a déjà des points forts, ça veut dire que par rapport à la concurrence, on est peut-être meilleur. Est-ce qu'on va rattraper la concurrence des gens qui sont plus forts que nous sur les points faibles, ou est-ce que c'est mieux de creuser l'écart sur ceux qui sont plus faibles par rapport à nos points forts? Carrément. Sans bien évidemment oublier les points faibles. Oui. Et les points faibles, c'est plus difficile à changer. Alors que les points forts, on les travaille encore plus, on est tellement bon qu'on a peut-être plus de temps pour travailler les points faibles. C'est ce qu'on peut essayer de faire. Carrément. Écoute, merci beaucoup pour cette première partie.